Donc le cours s'intitule Thermodynamique. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez trouver dans ce cours? Est-ce que quelqu'un peut me dire, tiens, je pense qu'on va faire étudier ceci ou cela? On va étudier des échanges de chaleur. D'accord. Des exemples avec des pompes à vide ou dans des pompes à chaleur. D'accord. Ouais, c'est pas mal, on va faire des trucs comme ça, effectivement. Mental picking, tout ça. Mental picking. Tu vois qu'il reste des trucs. J'ai H-TS. Bon, alors effectivement, il y a le mot clé important là-dedans, c'est chaleur. La thermodynamique, ça s'intéresse à tout un tas de phénomènes dans lesquels intervient la notion de chaleur. La convection, convection. Voilà, donc conduction, convection, tout ça, c'est des modes de transport de la chaleur, effectivement. C'est quoi la chaleur d'ailleurs? L'énergie. Ça allait bien, genre la chaleur c'est de l'énergie qui est presque fait. Non, si, c'est pas mal, c'est lié à l'énergie. Alors, la chaleur, ce n'est pas de l'énergie, c'est un mode de transfert de l'énergie, ça on y reviendra longuement, mais effectivement c'est ça. Et de manière générale, la thermodynamique, effectivement, c'est l'étude de l'énergie. L'étude de la manière dont l'énergie va d'un corps à un autre, comment elle va, dans quel sens elle va, quelles sont les transformations qui se font spontanément. Et de manière plus générale, c'est même les sciences des transformations. En thermochimie, vous avez utilisé la thermochimie pour prédire si certaines réactions chimiques peuvent se faire ou pas, si elles se font vite, comment elles se font, etc. Alors nous, on ne va pas trop aborder ici les questions liées à la chimie, mais le point de départ qu'on va prendre, c'est effectivement la chaleur, ce que c'est que la chaleur et tout ça. Alors, on ne va pas commencer bille en tête par la chaleur, il y a d'abord quelques petites choses qu'il faut que je vous définisse à l'avant. Le premier chapitre, ça va être vraiment des choses de base sur la description des systèmes. Je vais vous parler de température, de pression, on parlera de la loi des gaz parfaits. C'est des choses que vous avez déjà vues, ça je pense. La loi des gaz parfaits, vous l'avez vue au lycée, normalement. C'est le cas pour tout le monde. Donc on reviendra là-dessus. Pas juste pour faire des rappels, on ira un petit peu plus loin aussi, et je vous dirai l'intérêt que peut avoir l'équation des gaz parfaits pour définir la température notamment. Bon. Alors c'est parti, chapitre 1, introduction. Grandeur thermodynamique. Alors peut-être avant de commencer à définir vraiment les notions de système thermodynamique, de pression et tout ça, je vais revenir sur des choses que vous avez fait l'an dernier en mécanique. Vous avez vu en mécanique l'an dernier que on peut définir pour un système mécanique soumis à certains types de forces, qu'on appelle les forces conservatives, on peut définir une énergie mécanique. C'est-à-dire qu'un corps qui bouge, il a une énergie cinétique. Un corps soumis à des forces, il a une énergie potentielle. Quand on met les deux ensemble, énergie cinétique plus énergie potentielle, ça s'appelle l'énergie mécanique. Et quand les forces sont non conservatives, ça veut dire en gros, quand il n'y a pas de frottement, cette énergie mécanique est conservée. Donc ça c'est quelque chose d'assez puissant, ça permet de faire des calculs, par exemple pour une chute libre, si on sait que l'énergie mécanique est conservée, vous pouvez calculer vraiment extrêmement rapidement le temps qu'il faut, la vitesse d'une bille que vous lâchez d'une hauteur h, la vitesse qu'elle a quand elle atteint le sol. Alors, donc vous avez étudié ça dans le cas de forces conservatives, et on vous a dit quand il y a des frottements, c'est plus vrai. Et donc ça, les gens historiquement s'en sont rendus compte assez vite. Et la question s'est posée, du coup, cette énergie-là qui était conservée quand on avait des forces conservatives, est-ce que c'est quelque chose qui devient non conservé vraiment quand il y a des frottements, ou est-ce qu'elle ne se transforme pas en autre chose? Et on s'est aperçu que c'était la deuxième réponse, c'est-à-dire que l'énergie est effectivement quelque chose qui est conservé, même en présence de frottement, on peut continuer à définir une énergie qui est conservée. Simplement, elle se transforme d'énergie mécanique en autre chose. Cette autre chose, c'est de l'énergie thermique. Les corps s'échauffent quand il y a des frottements, et l'échauffement, c'est une manifestation de l'augmentation de l'énergie thermique.
On reviendra longuement sur ça, hein, sur cette énergie thermique. Vous l'avez appelée autrement avant, on fera de même. Vous l'avez appelée énergie interne. Donc, quand on prend en compte l'énergie interne des corps en plus de leur énergie mécanique, ça permet ça de restituer la conservation de l'énergie totale. Donc c'est dans un certain sens, la thermodynamique, ça fait un petit peu la suite de la mécanique. Hein. Donc ça prend en compte un type d'énergie de nature différente de celle que vous avez vue avant. Alors, dans une première partie, je vais d'abord définir ce à quoi on va s'intéresser, le type de système qui va nous intéresser dans le cours, je vais l'appeler système thermodynamique. Et ce qu'on va appeler système thermodynamique, ça va être une région de l'espace qui contient un corps. Pour l'instant, c'est très vague. Hein. Voilà, le système est là. Il est délimité par une frontière. Ce qui n'est pas dans le système, on l'appelle l'extérieur. Je préfère l'écrire en toutes lettres, c'est un petit peu évident, mais je dirais vraiment assez souvent le système peut interagir avec l'extérieur ou l'extérieur évolue de telle manière, ça voudra dire ça. L'extérieur, c'est tout ce qui n'est pas dans le système. Donc quand je dis qu'il contient un corps, c'est-à-dire que là-dedans, vous avez des molécules. Hein. Ça peut former un gaz, un solide, vous pouvez avoir une partie ici qui est solide, une autre partie qui est gazeuse. Voilà. Ça, c'est le système. Le but de la thermodynamique, ça va être d'étudier ce système, de savoir comment est-ce que, si on le soumet à des contraintes, si on appuie dessus d'une certaine manière, donc on le soumet à une certaine pression, on le met en contact avec une certaine source à une température donnée, comment est-ce que lui va évoluer, comment le corps va évoluer. Si on se met dans la peau de quelqu'un de naïf, genre vous, d'accord, vous sortez de 3 semestres de physique, donc vous en avez déjà fait un peu de la physique, vous savez que les corps se déplacent quand ils sont soumis à des forces, que leur état de mouvement peut changer. Et donc si on veut étudier comme ça un système qui contient des molécules, la manière la plus rigoureuse, apparemment, ça semblerait d'être de dire, ben voilà, je vais prendre les molécules qui sont là-dedans, je vais les numéroter de 1 à grand N. Il y a grand N molécules là-dedans. Chaque molécule a une position donnée, que je notais RI, à une vitesse VI, à tout instant. Et si je suis capable de dire qu'à l'instant t égale 0, à un certain instant initial, toutes les molécules ont une position que je connais, une vitesse que je connais, ben après je peux utiliser les lois de la mécanique pour savoir comment ça va évoluer. J'applique le principe fondamental de la dynamique. Si je connais les forces qui agissent sur les molécules, par exemple les forces qui agissent d'une molécule sur l'autre, ça c'est l'électromagnétisme, hein, vous en avez fait. Les forces qui agissent entre les molécules et la paroi, ben, si je connais toutes ces forces-là, je peux à partir de t égale 0 trouver les positions et les vitesses à tout instant t. Ça, c'est absolument impossible à faire en pratique. Pourquoi? Il y en a trop, effectivement. Quand on dit qu'il y en a trop, c'est pas qu'il y en a 100 ou 1000 ou 10 000 ou 1 million. À la limite, avec un ordinateur, des équations comme ça qui portent sur 1 million de variables. Si on avait 1 million de particules, on a 3 positions, 3 vitesses, donc ça fait 6 variables par molécule. 1 million de molécules, ça fait 6 millions de variables. On est vraiment capable de suivre 6 millions de variables en même temps avec un ordinateur en appliquant la relation fondamentale de la dynamique. L'ordre de grandeur, c'est pas celui-là du tout. Si on prend
Si on prend un échantillon macroscopique, je ne sais pas moi, un gaz contenu dans une bouteille d'1 litre, c'est plutôt de l'ordre de 10 puissance 20, 10 puissance 22 molécules qu'il y a dans cet échantillon. Donc c'est des milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards. 10 puissance 22, hein, on n'est absolument pas capable aujourd'hui de rentrer, même ne serait-ce que les données de ça, dans un ordinateur. On est loin de là. Hein. Les gros disques durs qu'on a aujourd'hui, que vous avez vous chez vous, ils font quoi, 1 téraoctet, quelque chose comme ça? Ça fait combien 1 téra? Ça fait combien 1 giga? Ça fait 1000 gigas. 10 puissance 9. 10 puissance 9. Donc 1 téra c'est 10 puissance 12, un octet c'est 8 bits, donc au 10, ça fait 10 puissance 13. Vous avez 10 puissance 13 bits dans un disque qui est là. Là on parle de 10 puissance 20, 10 puissance 22 molécules, donc c'est 9 ordres de grandeur plus grand. C'est 1 milliard en fait, vous mettez 1 milliard de disques durs. Rien que si on arrive à mettre une donnée par bit, hein, ce qui n'est pas le cas, il faut plusieurs bits, donc multipliez encore ça par 8 ou par 10, donc il faut une dizaine de milliards de disques de 1 Tera pour stocker l'information. Après il faut faire le calcul. Le temps de calcul, ça augmente pas linéairement avec le nombre de molécules, hein. C'est des interactions 2 à 2, donc ça serait... voilà, c'est absolument impossible. Il y a en plus des raisons fondamentales, pas seulement cette fois-ci pratiques, mais qui font que en pratique, on ne peut pas vraiment connaître ça en même temps que ça, de manière absolument précise. Déjà, quand on fait la mesure de la position d'une molécule, on ne peut pas l'avoir de manière extrêmement précise, il y a toujours une imprécision de mesure, mais en plus la mécanique quantique nous dit qu'on ne peut pas mesurer ça et ça en même temps avec une précision infinie. Bon. Et enfin, même si on y arrivait, c'est débile et ça ne nous apprend rien. Si je vous donne un listing avec 10 puissance 20 nombres qui se suivent et je vous dis voilà l'état du système à t égale 10 secondes, ça ne vous donne rien, quoi. Enfin, vous avez juste un tas de nombres et voilà, c'est pas ça qui nous informe vraiment sur l'état du système. Donc ça, c'est pas du tout la manière intéressante de décrire un gaz. Il se trouve que quand on a un gaz comme ça, il y a certaines quantités qu'on appelle macroscopiques, cette fois, qui dépendent qui sont assez peu sensibles, disons, à l'état individuel de chacune des molécules. Ce sont des variables macroscopiques que vous connaissez. Je vais les noter ici. Si je vous demandais de décrire un gaz, qu'est-ce que vous me décririez comme grandeur macroscopique, comme variable? Par quoi est décrit un gaz? La pression. Voilà. Variable macroscopique. C'est effectivement la pression. Allez-y, d'autres. Le volume. Le volume. La température. Peut-être la masse, Le nombre de moles. le nombre de moles. Bon, il y en a qui sont reliés entre eux là-dedans, mais c'est juste si on a envie de mesurer différents trucs. Nombre de moles, donc nombre de molécules en fait qui sont là-dedans. Voilà, on pourra aussi avoir la masse volumique, on peut mesurer tout un tas de trucs. Ces quantités ici dépendent, enfin, on pourrait les calculer si on connaissait les positions de toutes les molécules. Ici, par exemple, le volume, ça c'est facile, si on connaît la position de toutes les molécules, on prend les molécules extrêmes ici, on prend une surface qui s'appuie dessus et ça donne le volume qu'occupe le système. Si on veut le nombre de molécules, bah, ça c'est simplement le grand N qui est là. Si on voulait la pression, ça j'y reviendrai tout à l'heure, mais la pression c'est lié à la manière dont les molécules choquent la paroi, tapent sur la paroi. Donc si on connaît les vitesses et les positions de toutes les molécules, on saurait quelle est la fréquence des chocs sur la paroi, et donc on pourrait en déduire la pression. Donc les quantités qui sont ici pourraient se déduire de celles-là. Mais ce que va faire la thermodynamique, c'est directement de travailler avec ces grandeurs-là. Et ça, ce sont des grandeurs qui non seulement sont simples, il y en a peu, et avec quelques grandeurs on peut définir un gaz, et en plus elles sont mesurables. Elles sont vraiment mesurables. On a des moyens de mesurer la pression, la température. On y reviendra assez longuement dans la suite. Ça va, ça? Bon. Il y a une partie du cours plus tard, à peu près à la moitié des séances, où on fera vraiment la correspondance entre ça et ça. Et une approche de la thermodynamique qui est justement de déduire ces quantités-là de celles-là. Ça s'appelle donc la science qui fait vraiment ça de manière poussée, ça s'appelle la physique statistique. On ne va pas faire un cours de physique statistique, mais je voudrais quand même vous donner à un moment donné les rudiments. Vous montrer comment est-ce que quand même à partir de la mécanique newtonienne et puis de
de la connaissance, même théorique, on ne peut pas le faire en vrai, mais ne serait-ce que à partir de la connaissance théorique des positions et des vitesses des particules, comment est-ce qu'on peut déduire ça. On trouvera quelques trucs intéressants liés à ça. Pas pour l'instant. Pour l'instant, je vais juste m'intéresser à ça, et la dizaine de premiers cours s'intéressera à ces grands points. Ça va, ça? Alors, ces grandeurs-là, on les appelle, on leur donne aussi un autre nom. Je les ai appelées variables macroscopiques. Macroscopiques, ça veut dire qu'elles sont définies sur une grande échelle. Hein, c'est ça. Microscopiques, c'était les variables des molécules une par une. Macroscopiques, c'est celles qui décrivent le tout. On les appelle aussi des variables d'état. Parce qu'elles décrivent l'état du système. Ça, c'est de la définition. Alors, je voudrais faire une distinction ici entre deux types de variables. Ça va nous servir dans la suite. On distingue les variables externes de variables internes. Vous avez déjà entendu parler de cette distinction? Ça vous dit quelque chose? Non? C'est assez simple. Les variables externes, c'est celles qu'on peut contrôler depuis l'extérieur. On vous donne un système. Par exemple, je vous donne ici une enceinte qui va être fermée par un piston. Voilà, le piston peut coulisser ici. Et le système qui m'intéresse, c'est le gaz qui est là-dedans. On s'intéressera assez souvent à ce type de système-là. Déjà parce que c'est un système simple, en plus ça a des applications pratiques, par exemple un moteur de voiture, ça se décrit vraiment comme ça. Donc imaginez que le gaz soit ici. Si vous décidez, tiens, je vais étudier le gaz qui est là, je le mets en contact avec, je le mets dans le frigo, le frigo il est à moins, non, pas moins quelque chose, il est à plus 3 degrés on va dire, donc à l'extérieur c'est 3 degrés. Si vous dites ça, vous prenez le système, vous le mettez dans le frigo, la température pour ce système est une variable externe, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous imposez vous. Dans le cadre qui est ici, je mets ici frigo pour indiquer que je mets dans le frigo. Ça c'est la porte ici avec les bières qui dépassent. Voilà. Donc l'enceinte est dans le frigo, la porte est fermée. Donc ici la température est une variable externe. Si le piston ici, je décide de le bloquer, j'appuie et puis je le bloque ici, je mets un truc pour bloquer un certain volume. Donc je veux par exemple comprimer le gaz jusqu'à ce que ça fasse 1 litre. Le volume devient une variable externe. Par contre, la pression, ça on y reviendra tout à l'heure, mais la pression à l'intérieur de l'enceinte, elle s'ajuste au fur et à mesure. Quand la température change, la pression change. Quand vous appuyez pour changer le volume, la pression augmente. Donc la pression à l'intérieur s'ajuste. On verra que si c'est un gaz parfait là-dedans, ça s'ajuste pour vérifier la loi des gaz parfaits. Si c'est un autre type de gaz, ça sera une autre loi des gaz. Mais la pression, elle, vous n'avez pas le contrôle, vous ne contrôlez pas directement sa valeur. C'est elle qui va s'ajuster pour satisfaire la loi des gaz, du gaz correspondant, étant donné le T et le V que vous avez imposé. Donc ça s'appelle du coup une variable interne. Interne, c'est le système qui se débrouille. La variable, elle suit son cours tranquillement. Avec le même système ici, imaginez qu'on n'ait pas fait cette expérience-là, donc j'appuie pas de cette manière-là sur le piston, mais je mets un truc dessus. Je mets un poids de 1 kg par exemple, et je laisse le piston prendre sa position d'équilibre. Dans ce cas-là, ce qu'on impose, en fait ça on y reviendra longuement aussi plus tard, c'est la pression. C'est-à-dire qu'on met une masse ici, c'est-à-dire que ça impose une certaine pression dans le système. Dans la situation qui est ici, la variable externe, c'est la pression. On a mis ça dans le frigo, donc la température est aussi une variable externe, et du coup, ce que le système ajuste tout seul, c'est son volume. Et le volume, du coup, devient une variable interne. Donc les variables externes, c'est celles qu'on contrôle depuis l'extérieur, qu'on impose, et les variables internes, c'est celles que le système, lui, ajuste pour satisfaire à ses contraintes externes. Ça, on y reviendra aussi pas mal dans la suite. Alors, une autre distinction maintenant entre deux types de variables que elle, par contre, vous avez vu, c'est la distinction entre variables intensives et variables extensives. Ça, vous l'avez vu? Ça vous dit quelque chose?
Qu'est-ce que c'est qu'une variable extensive? Ça dépend de la quantité de matière. C'est une variable qui dépend. Alors, c'est vrai, c'est pas le plus, la définition la plus percutante ni la plus générale, mais oui, ça dépend de la quantité de matière. Ça en dépend comment? Même plus que ça, c'est proportionnel, hein. C'est-à-dire que si on a 2 fois plus de matière, la quantité extensive va être 2 fois plus grande. C'est pas juste que ça en dépend, hein, ça en dépend de manière très précise. Une autre manière de dire ça, c'est que si vous avez ici un système thermodynamique, vous prenez ce système-là, vous en prenez une copie, vous la juxtaposez ici, les quantités extensives, ce sont celles pour lesquelles, en considérant tout ça comme un système, la quantité va avoir doublé. C'est le cas par exemple pour la quantité de matière, effectivement, si j'ai 12 molécules là et 12 molécules là, ben en tout j'en ai 24. Là, on est au niveau primaire, hein, d'accord? Donc, variable extensive, c'est par exemple donc, le nombre de molécules. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme la masse totale? Qu'est-ce qu'il y aura d'autre comme variable extensive? Qu'est-ce qui a doublé quand j'ai dupliqué le système? Le volume, tout à fait. Bon, ça commence à être pas mal. Il y en a d'autres, hein, mais bon, on va pas faire tout trop exotique non plus. Et les variables intensives, ce sont celles qui, elles, au contraire, ne changent pas. Ce sont les mêmes. Est-ce que vous pouvez me citer une variable intensive? La pression, effectivement. Si vous avez ici une pression de 1 bar et là une pression de 1 bar, vous les mettez ensemble. Quand vous dupliquez tout, ça ne fait pas 2 bars. Ça fait toujours 2 systèmes qui ont une pression de 1 bar. La température, pareil. Si vous mettez ensemble 2 bols d'eau à 20 degrés, ça fait un gros bol d'eau à 20 degrés. Ça ne fait pas un bol à 40 degrés. La densité, enfin la concentration de la molécule. Voilà, alors la masse volumique, la concentration, effectivement. Masse volumique. Et il y en a d'autres. On ne va pas aller trop loin dans l'énumération, mais alors, la définition, elle est finalement pas très comprise, mais c'est pas si intuitif, hein, la notion de variable intensive. Hein. De se dire que quand on a un système et puis qu'on le duplique, il y a des quantités qui ne sont pas doublées, c'est pas forcément évident. Bah, c'est le cas. C'est le cas, par exemple, de la pression et de la température. Voilà. Cette distinction-là jouera un rôle dans pas mal de trucs dans la suite. Je vais arrêter de vous dire que ça jouera un rôle dans la suite, parce que si je vous en parle, c'est que c'est le cas. Alors, ça c'était la notion de système thermodynamique. Je vais maintenant vous parler d'équilibre thermodynamique. Et il faut d'abord que je vous définisse ce que c'est qu'un système isolé. En général, quand on prend un système thermodynamique, par exemple le récipient que j'ai mis dans le frigo là tout à l'heure, ce récipient, il peut échanger des choses avec l'extérieur, donc avec tout ce qui n'est pas lui. Il peut échanger par exemple de la chaleur. Si vous mettez un bol d'eau chaude dans votre frigo, vous allez avoir de la chaleur qui va aller du bol d'eau vers le frigo. Donc le système va perdre quelque chose, on verra plus tard quoi exactement. Il peut aussi échanger autre chose, il peut échanger du travail. Si tout à l'heure, là, par exemple, dans le cas du cylindre, enfin du récipient fermé par un piston, quand vous mettez une masse sur le piston, que vous la laissez appuyer sur le piston, ça comprime le gaz, et le gaz reçoit du travail, sous forme mécanique. Ça, on en verra vraiment longuement aussi après. Donc ça peut aussi échanger de la matière, hein, si vous avez un système qui perd des molécules ou qu'en gagne, et ben là c'est le nombre de molécules qui change. Un système isolé, c'est un système dans lequel rien de tout ça n'arrive. Le système n'échange rien avec l'extérieur. Pas de chaleur, pas de travail, pas de matière. Donc il est tranquille.
pas de matière. Ces systèmes isolés, ils ont une propriété intéressante. C'est que si on les laisse évoluer, on a un système isolé, quand dans un certain état, vous avez un gaz là-dedans, hein, vous laissez ce système isolé tranquille, de toute façon il est isolé donc on ne peut rien lui faire, et bien il va évoluer spontanément, son état va peut-être commencer par évoluer, genre si vous mettez de... je sais pas, vous prenez un gaz, vous le mettez dans un récipient, vous fermez le gaz, peut-être que dedans il va y avoir des ondes, parce que le gaz, vous l'avez lancé à une certaine vitesse, donc il va rebondir sur la paroi, il y a des molécules qui vont aller un peu à droite à gauche, ça va monter, ça va évoluer, mais au bout d'un certain temps, ça va atteindre un état qui est stationnaire, qui ne dépend plus, dont les variables d'état arrêtent d'évoluer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de général. Un système isolé finit par atteindre un état dans lequel les variables sont constantes. Et, propriété importante, c'est que cet état est unique. Dit autrement, je vais prendre un exemple un peu plus intelligent que celui que j'ai pris tout à l'heure avec mon gaz que je lance dans la bouteille. On va considérer comme système ici un bloc de métal, par exemple à une température T1, que je mets ici dans une même enceinte, qu'un bloc de métal à une température T2. Je les mets tous les deux dans une enceinte isolée qui ne peut changer ni travail, ni matière, ni chaleur avec l'extérieur. Ce qui va se passer quand vous faites ça, c'est que le corps le plus chaud va se refroidir, le plus froid va se réchauffer, et vous allez arriver à la fin à deux blocs ici qui ont la même température. C'est ça que nous montre l'expérience. Si vous faites l'expérience 12 000 fois de suite, avec le même état initial, vous allez arriver ici au même état à la fin. C'est ça que je veux dire quand je dis que cet état est unique. Étant donné l'état de départ, l'état d'équilibre qu'on va obtenir au bout d'un temps suffisamment long sera très bien déterminé de façon unique. C'est cet état qu'on appelle l'état d'équilibre du système. Une partie de ce qu'on va faire dans ce cours, c'est d'apprendre les règles, les lois qui permettent de déterminer cet état d'équilibre. Par exemple ici, on verra assez rapidement comment est-ce qu'on peut calculer la température finale en fonction des températures initiales qui sont là. Ça c'est de la calorimétrie, vous avez dû en faire au début de la thermochimie. On va le revoir en détail de toute façon. L'existence de cet état d'équilibre, hein, c'est un postulat. C'est quelque chose qu'on dit on suppose que ça va être vrai. On peut faire des expériences pour voir si effectivement c'est vrai. Hein. Et si c'est pas mis en défaut, on continue à bosser sur cette base-là. Et si un jour quelqu'un nous dit non, en fait, ça c'est pas vrai, on sera embêté, la thermodynamique sera à mettre à la poubelle. Voilà. Est-ce que ça vous semble logique, ça, comme la phrase qui est ici là? On va prendre 2 minutes quand même pour discuter de ça. Ouais. Pas moi. Alors, parenthèse. Ce qui est ici, vous pourrez le zapper du cours si ça ne vous convient pas. L'idée, c'est de le faire réfléchir un petit peu. On va en reparler si ça vous pose problème. Imaginez la situation suivante. Imaginez qu'on part d'un état initial ici où je prends une capsule de gaz. Là, on a du vide partout. Là, j'ai une capsule de gaz. Et à l'instant t égale 0, je casse la capsule de gaz. Le gaz, il est constitué de molécules. Les molécules, elles vont se mettre à aller un petit peu dans tous les sens là-bas. Et ce qui va se passer, c'est que le gaz va s'expandre dans le volume. Ça va? À un instant un peu ultérieur, ce qui va se passer, c'est que les molécules les plus rapides qui étaient là-dedans, alors dans un gaz, les molécules elles peuvent avoir des vitesses différentes. Hein. Il y a tout un tas de vitesses. Donc il y en a qui sont plus rapides que d'autres.
bah, les plus rapides, elles vont avoir atteint ce point-là, les moins rapides vont être là, etc. Il y en a au départ qui étaient presque immobiles qui vont être restés par là. Mais... Si vous regardez bien ce qui se passe là, donc les molécules rapides, elles sont par là-bas. Ici, elles sont lentes, donc je vais mettre des plus petites flèches. Au bout d'un moment, les particules qui sont ici, elles vont rebondir sur la paroi. Celles qui sont là vont rebondir sur la paroi. Celles-là, il y en a encore qui étaient à peu près immobiles qui vont rester ici. Il y en a ici qui ont rebondi, qui vont aller là. Cette molécule-là, si je continue à la suivre, je vais faire ça sur le même schéma, elle fait ça, toc, 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 elle revient par là. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'au bout d'un certain temps, les molécules qui auront toutes rebondi, elles vont finalement se retrouver ici au même point? Non. Pourquoi non? Parce qu'en attendant, il y a les plus longues qui sont toujours en train de bouger, qui n'ont pas encore rebondi et qui sont dans le point opposé, des trucs comme ça. D'accord. Donc dans la situation qui est ici, effectivement, ça ne marche pas. Maintenant, on peut très bien imaginer une forme de récipient qui marche assez bien. Un récipient elliptique, par exemple, et si je mets au début le gaz ici, au début, à un des foyers, là, en fait, on peut montrer que dans ce cas-là, les molécules, elles vont quand même bien se concentrer ici. Ouais. Alors, pas toutes, hein, mais on en aura plus ici que là. Et on peut montrer que dans ce cas-là, les particules qui vont avoir été relâchées ici vont rebondir là, puis se concentrer un peu là, puis rebondir, puis se reconcentrer là. Et on n'a pas vraiment d'état d'équilibre, en fait. Et pourquoi elles ne peuvent pas genre, rebondir indéfiniment puis, c'est ce qu'elles font, hein. Elles rebondissent indéfiniment. Elles font ça, en fait. Mais elles repassent toutes par là. Si elles sont parties de là, elles repassent forcément ici. Ça, c'est une propriété des ellipses, en fait. On utilise ça pour la lumière aussi. Hein. Si vous prenez un miroir elliptique comme ça et que vous mettez de la lumière ici, la lumière se reconcentre ici. Ça marche dans le métro, ça. Si vous prenez le métro parisien, voilà, ça fait une digression d'ordre 2. Tant pis. Dans certains métros parisiens, vous avez... ça ressemble à ça. Ça, c'est le quai, ça, c'est l'endroit où il y a les rails. Ça, c'est le plafond. Et ça, c'est elliptique. Si vous êtes ici, là, vous mettez au foyer d'ellipse, et qu'il y a quelqu'un qui parle ici tout doucement, vous l'entendez super bien. Vraiment. Parce que le son qui est ici, ça fait ça, en fait. Hein. Se réfléchit ici sur la paroi et vient ici. Donc si quelqu'un est assis au niveau du foyer, vous l'entendez vraiment clairement. Et ça marche vraiment bien. Donc si vous avez un secret à dire, ne vous mettez pas un foyer d'une ellipse dans le métro. On pourrait faire, je pense, un film d'espionnage avec ça. Bref, je m'éloigne. Donc si on applique... donc voilà, c'est tout ça pour vous dire qu'on peut trouver des situations où la phrase qui est ici n'est pas forcément évidente. Hein. Voilà. Il se trouve que dans vraiment la plupart des situations, un système qu'on met dans un état, même dans un état de ce type-là et qu'on laisse évoluer, il va finir dans un état homogène avec des particules un peu partout avec le type de vitesse. Et on va être dans un état effectivement qui macroscopiquement va sembler ne pas évoluer. C'est peu probable que les particules elles reviennent au même... Si effectivement elles ont au départ des vitesses aléatoires, enfin, je veux dire, oui c'est peu probable. Si le truc c'est qu'elles ne sont pas aléatoires, les particules sont toutes parties d'ici. Donc c'est un état initial très particulier. Donc on peut imaginer qu'au bout de n rebonds, elles finissent quand même par revenir au même endroit, simplement parce qu'elles étaient au même endroit au début. Voilà. Je vous laisse méditer sur ça, on pourra en reparler, c'était juste pour... mais ce moment, c'est pas le moment final, enfin, c'est pas l'état d'équilibre. Peut-être qu'à un moment, d'accord... Oui, mais imagine que le système, il oscille, il se retrouve avec au départ des particules là, pouf, ça remonte, ces particules reviennent là, donc du coup ça recommence. On peut très bien avoir un système qui décrit comme ça une série d'états de façon cyclique, et qui n'arrive jamais à un état... un état très bien, enfin un état stable en fait. Donc si ça vous semble, du coup ça vous semble évident ça, la phrase qui est ici vous a l'air de vous sembler plus évidente que le fait qu'un système puisse osciller entre plusieurs états. Par contre, en fait si ce que je suis en train de dire là, ça vous est évident. Alors je vais vous poser une autre question. Vous avez étudié en physique en première année un ressort qui oscille. Donc je vais prendre comme système tout un ensemble de molécules qui sont attachées ensemble, on va appeler ça une masse, qui est attachée à un ressort. Tout ça c'est dans une enceinte où il n'y a pas d'échange de chaleur, de travail et de matière.
Et l'état initial, c'est celui dans lequel la masse, elle est, je la tire par exemple, le ressort est étiré. Quel est l'état du système? Toutes les molécules qui sont là vont suivre le mouvement du ressort. Et en l'absence de frottement, le système n'atteint pas un état d'équilibre. Il est toujours en train de se déplacer. Vous pouvez toujours dire les molécules sont plus là, ou plus là, ou plus là. Donc ça, c'est un exemple particulièrement simple dans lequel ça semble un peu ça semble difficile à accepter. Il se trouve que pour le ressort, si on prend en compte un tout petit peu de frottement, ne serait-ce qu'une quantité infime de frottement, eh ben, effectivement, le système finit par atteindre un état d'équilibre. Il dissipe son énergie cinétique sous forme de chaleur. Le système à la fin est immobile dans sa position d'équilibre et un peu plus chaud qu'au début. Monsieur, mais si on ressort dans l'espace, il s'arrête quand même d'osciller au bout d'un moment? Oui, à cause des frottements. Mais pas des frottements avec l'air, le ressort lui-même. Oui, c'est chaud. Ouais. Bon, je pense que ça mettrait un temps vraiment long. Je ne sais pas si ça a déjà été fait. Mais au bout d'un moment, oui, ça finirait par s'arrêter. Dans la parenthèse qui est ici. Je vais vous énoncer aussi tout ce qu'on appelle le principe zéro de la thermodynamique. Alors avant de le faire, je vais quand même vous donner un petit avertissement sur ces principes. Vous êtes aperçu, maintenant vous avez fait pas mal de physique finalement. La physique est toujours basée sur des lois qu'on suppose vraies, et puis on applique ces lois, et comme ça on peut décrire comment est-ce que les systèmes se comportent. Ces lois, elles sont... il y en a certaines qu'on déduit d'autres lois plus fondamentales, mais on est obligé au départ de postuler certains trucs, de dire, ben voilà, cette loi est correcte, je le suppose, et je fais de la physique avec ça. Ça s'appelle un principe, et ce sont des lois qu'on ne peut pas démontrer. Enfin, justement, si c'est un principe, c'est qu'on l'a posé au départ et qu'on n'a pas de loi plus fondamentale dont ça dérive. Toutes les disciplines de la physique sont basées sur des principes, et c'est particulièrement vrai pour la thermodynamique, c'est basé sur essentiellement deux principes. Le premier principe et le second principe qu'on verra. Il y en a quelques-uns d'autres principes qui... Vas-y, je te laisse sortir. Non, c'est ça, les gens en ont marre, ils sont... Je rigole, restez là. Donc, la thermodynamique est basée sur essentiellement deux principes, on verra en détail. Le premier et le deuxième. Mais il y en a d'autres. Les gens se sont sentis obligés, au cours de l'avancée historique de la thermodynamique, d'en rajouter un avant le premier, donc on l'appelle maintenant principe zéro. Et il y en a un qui va venir aussi après le deuxième, ça s'appelle le troisième principe. Mais ces deux principes-là, qui sont un peu plus, disons, qui sont importants pour la rigueur et pour s'assurer que la thermodynamique est une science cohérente. Mais en pratique, ça ne va pas nous servir beaucoup. Je veux quand même vous la donner, que vous l'ayez vu, mais ça n'aura pas un impact énorme sur des calculs et tout ça. Le principe zéro de la thermodynamique, il dit la chose suivante. Si un système A est en équilibre avec B, et si B est en équilibre avec C, donc on a trois systèmes, alors A est en équilibre avec C. Bon, ça semble assez naturel, ça n'a absolument rien d'évident, ça pourrait ne pas être le cas, on aurait à ce moment-là de la physique qui serait différente. Mais à chaque fois qu'on essaye de tester ce principe-là, on trouve que effectivement ça c'est correct. Donc, quand on a un corps en équilibre avec un autre, ce deuxième corps est en équilibre avec un troisième, le premier est en équilibre avec le dernier. Donc ça définit en maths ce qu'on appelle une relation d'équivalence. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça un peu. Alors, relation de Chasles, c'est un peu relié à ça, effectivement. C'est un petit peu différent. Là, c'est vraiment une relation d'équivalence. Bon. J'essaierai, quand on fait appel à ce principe-là, de vous le souligner, de dire attention, là, ça c'est le principe de zéro de la thermodynamique qui permet d'écrire ça.
Alors, tout ça, là, ce que j'ai dit, c'est un peu formel. Parce que ici, ça vous semble évident, c'est effectivement formel, ça c'est très formel. On va maintenant passer à des choses plus pratiques, d'écrire ces variables d'état, là, dont je parle depuis tout à l'heure, une par une. Et on va commencer par la pression. Je vais vous faire quelques petits rappels sur la pression. 3, pression. Quelqu'un peut me rappeler comment est-ce que c'est défini la pression? Comment est-ce que vous avez défini la pression la première fois que vous avez vu ce truc? Effectivement, au départ, c'est une notion mécanique. Et c'est défini comme une force par unité de surface. C'est-à-dire une force divisée par une surface. Je vais préciser un petit peu ça. Imaginez qu'on ait un aquarium ici, de l'eau, un fluide, de l'eau, toc. Et je mets ici une petite capsule qui est ici, on va dire qu'elle est vide à l'intérieur. Une capsule qui est rigide partout. Et je m'intéresse ici à la surface qui ferme la capsule sur le haut. Quand je fais cette expérience-là, la capsule dans laquelle il y a le vide que je mets dans l'eau, on s'aperçoit que la paroi qui est ici est soumise à une force F, qui est dirigée comme ça, de l'extérieur vers l'intérieur, et que cette force a une norme qui est proportionnelle à S. S, c'est la surface ici de la capsule. Le coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle la pression. Donc la définition de la pression, c'est vraiment ça. C'est le coefficient de proportionnalité entre la force, la norme de la force ici, et l'air, la surface du petit élément qu'on est en train de considérer. C'est une propriété assez intéressante, ça, et pas forcément intuitive. C'est que ça ne dépend pas de la direction de la capsule. Si je prends la même capsule ici, au même endroit, et que je la tourne sur elle-même, la force de pression a une direction qui change. La force de pression ici, elle est normale à la surface qui subit la force. Et la norme de la force F ici est la même que la force F là. Et vous pouvez tourner la capsule dans tous les sens. F va tourner avec la capsule, mais sa norme sera toujours donnée par ça. Donc dans la notion de pression, il n'y a pas de notion de direction. C'est la force de pression qui a une direction, mais la pression, elle, c'est une quantité, on dit qu'elle est scalaire. C'est-à-dire c'est opposé à vectoriel, c'est pas quelque chose de vectoriel. Donc faites bien la différence entre la pression et la force de pression. La force de pression s'exprime en quelle unité? En kilo Newton. Ok. Si on veut écrire les newtons en fonction de kilogrammes, mètres et secondes, F égale ma. Donc ça veut dire que c'est une masse fois une accélération. Donc c'est des kilogrammes, mètres, secondes moins 2. En tout cas, c'est des newtons. Il y a une unité pour ça, autant l'utiliser. La surface qui est ici, c'est en quelle unité ça? Mètre carré. Donc quelle est l'unité de la pression? Newton par mètre carré. Effectivement. Ça s'appelle comment cette unité? Le Pascal. Le symbole est A. Donc dans le système international, dans les unités du système international, les pressions s'expriment en Pascal. Symbole PA. Est-ce que vous connaissez d'autres unités de pression? Le bar. Le bar, ok. L'atmosphère. Autre unité. Le bar, effectivement, un bar, c'est combien en Pascal? 1024. Ah, 1024 ou
Non, c'est l'atmosphère. Ouais. Donc si l'atmosphère, effectivement, c'est 1,023. 23, 24, 25. 1013, ouais, ça me semble pas mal ça. 1013. Ouais. Non, je me suis planté sur ma feuille, c'est 1013, j'ai mis 1113. 1013 fois 10 puissance 5 Pascal. Donc ça c'est effectivement ça s'appelle l'atmosphère parce que c'est l'ordre de grandeur de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique n'est pas la même tout le temps, c'est pas une constante fondamentale, ça peut varier au cours du temps, mais en ordre de grandeur c'est donné par ça. Vous voyez que le Pascal, entre parenthèses, ça vous dit que c'est quand même une unité qui est petite. 1 Pascal, c'est une pression qui est petite. C'est 100 000 fois plus petit que la pression atmosphérique. Est-ce que vous pensez que la table qui est ici soutient le poids d'un éléphant? Non, là, je pose l'éléphant avec ses... je m'arrange pour que les pattes soient à peu près bien réparties. Voilà, je pose l'éléphant, il met ses pattes une là, une là, une là, une là. Il est adulte? Il est adulte, ouais, il fait 5 tonnes. Ouais. Tu tiens pas? Des huiles d'Afrique. De quoi? Des huiles d'Afrique. D'Africain. Bon, bah on va faire l'expérience. Tu amènes... Donc vous pensez que non. Okay. Deuxième... Si? Ok, deuxième expérience. Je ferme la table qui est ici avec des parois étanches et je fais le vide dans le volume ainsi obtenu. La table là est maintenant soumise à une force qui est simplement celle de la pression atmosphérique là. Elle était déjà avant. Hein. La raison pour laquelle ici la table semble n'être soumise à aucune force, c'est que la pression atmosphérique appuie au-dessus et en dessous, donc ça se compense très bien. Si je fais le vide en dessous, ça cesse d'être compensé. Hein. Quelle est la force totale qui appuie sur la table, due à la pression atmosphérique? Je vais calculer sur votre feuille la force qu'applique la pression atmosphérique sur la table. Une atmosphère fois le... Ouais, faites-le, je veux la force en newton. 2,026 fois 10 puissance 5 Pascal. Plus 5 tonnes. T'as pris quoi comme surface? 2 mètres carrés. Oh, ça savait pas 2 mètres carrés ça. 1 sur 2. 1 sur 2? Il n'y a pas de 2 mètres là. Pas de mètres. Tu mesures combien toi? 1m12? 1, 2, 1, 3 mètres carrés. Moi je dirais 2 tiers de mètre carré. 1m20. Bon, ok, prenez 0,6 mètres carrés. Comment on peut savoir? 21,29,7, ça fait 30 cm. 1, 2, ouais, ça fait quasiment 60 cm sur 4 sur 1,20 m. Ça fait 0,7 mètres carrés. Vous calculez la force. Je le mets dans son enceinte là et je le fais vite là-dedans. C'est énorme en fait. Ah, c'est que la force là, elle est supérieure à la force d'un éléphant. Je sais pas, c'est ce qu'on va déterminer. Sinon, ça fait 1,016. Ça fait ça fois ça. Hein. Alors, vous prenez votre machine, ça fait à peu près 7 puissance 4 newton. Ça fait quoi comme masse ça? Si je veux appliquer une force équivalente en posant un objet sur cette... Ça fait à peu près 7 tonnes. Plus de 7 tonnes. 70 tonnes. Non, 7 tonnes. Parce que tu divises par 10. Voyager, attention, hein, F c'est mg. Il y a le facteur G là-dedans. Donc ça ferait, et ça c'est équivalent à 7 tonnes. En gros. Hein. Donc c'est plus qu'un éléphant. Hein. L'éléphant ça fait 5 tonnes à peu près. Donc si la table ne supporte pas le poids d'un éléphant, si je fais l'expérience qui est ici, la table s'effondre sous le poids sous l'effet de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique c'est énorme en fait, on ne s'en rend pas compte parce qu'elle agit dans tous les sens, ça se compense partout dans notre corps. Si
En fait, ça fait 1 kg par centimètre carré. On a 1 centimètre carré de votre peau, tout se passe comme si vous avez 1 kg qui est appuyé. C'est la raison pour laquelle, si vous allez dans l'espace et que vous prenez, par exemple, imaginez la situation suivante. Vous êtes dans l'espace, vous avez envie d'aller pisser, vous sortez dans l'espace et vous avez de l'air dans vos poumons. Vous allez dehors, vous avez à l'intérieur la pression atmosphérique, vous avez dehors une pression nulle, et donc vous avez une force, comme si vous aviez 1 kg qui appuyait sur vos poumons par centimètre carré, vos poumons ils explosent. Hein. C'est un beau feu d'artifice de... Il n'y a pas que le civil et tout. Bah, c'est même, enfin, en admettant, c'est pour ça genre qu'il y a des sas, parce que si on ouvre la porte dans un avion ou même dans une navette et qu'il n'y a aucun sas, rien du tout, en dehors la pression elle est nulle ou plus faible et du coup ça risque de faire imploser l'avion ou la navette de l'intérieur. Ah bah oui. Puis les gens qui sont dedans peuvent faire respirer. Ouais. Ça vous convainc le calcul là? Vous avez vu le truc? Vous ferez des ordres de calcul d'ordre de grandeur de pression dans le premier TD, je ne vais pas trop insister non plus sur ça. J'en aurais voulu d'autres, moi, des unités de pression. Vous ne connaissez pas d'autres? Non? Si. À la météo, ils donnent quoi comme pression? Des hectopascales. Des hectopascales, donc ça Ouais, ne peut pas pareil que des pascales. Ouais, Il y a le millimètre de mercure, qu'on appelle aussi le torr. Pourquoi millimètre de mercure? C'est une unité de pression. Est-ce que vous savez ça? A priori, c'est une distance et mercure, c'est un élément, donc on va peut-être pas trop. C'est pas un truc de mercure qui varie en fonction de la pression. Tout à fait. Donc ça, c'est dû à historiquement la manière dont étaient faits les premiers baromètres. Donc un instrument qui mesure la pression, je vais en parler tout de suite, mesure de la pression. Alors on en a deux, il y a les baromètres, qui mesurent plutôt la pression atmosphérique. On a aussi les manomètres qui mesurent vraiment les différences de pression entre deux points. Je vais pour l'instant me simplement intéresser au baromètre. Un baromètre, ça marche de la façon suivante. Il y a plusieurs types, mais le baromètre à mercure. Vous avez ici un tube de mercure dans lequel vous avez du vide ici. Vous avez du mercure là. Le mercure, c'est un liquide, c'est un liquide de grande densité. Et vous avez vu en physique 111 l'an dernier qu'on peut calculer ici la hauteur de la colonne ici en fonction de la densité, de la masse volumique du mercure et de la pression atmosphérique qui est ici. En gros, si on fait le bilan des forces ici sur le petit bout qui est là, lui il est soumis en bas à une force qui est égale à la pression qui est ici fois cette surface là. Il est soumis ici à rien du tout. Et donc tout ça, tout le bilan des forces appliqué à la partie de mercure qui est ici, il y a d'une part la pression ici et le poids du mercure. Donc la force de pression ici vers le haut doit compenser le poids du mercure et on montre comme ça que la hauteur H est donnée par que la pression est donnée par ρ fois G fois H. La pression à cet endroit-là, si on a une pression nulle ici, est donnée par ρ, la masse volumique du mercure, G l'accélération de l'apesanteur et H la hauteur qui est ici. Et la pression atmosphérique correspond à peu près 76 cm. Quand on fait expérience avec du mercure, on est ici à peu près 76 cm. Et on peut définir comme ça, comme unité de pression, le millimètre de mercure, c'est-à-dire on divise tout ça en millimètres. Et l'élévation de pression qu'il faut pour changer la hauteur de mercure d'un millimètre, et bien on appelle ça le millimètre de mercure, comme unité de pression, ça s'appelle aussi le torr. Le torr, c'est parce que c'est Torricelli qui a fait premier cette expérience. Donc c'est pour rendre hommage à Torricelli. Et ça, le millimètre de mercure, si on le convertit, ça fait à peu près 133,33 Pascal. Alors, je vous invite ici, alors c'est pas juste une invitation cordiale, je vous demande vraiment de le faire. Vous allez aller voir dans Wikipédia, allez voir l'entrée baromètre. L'article est bien fait, il est complet, il y a une partie historique qui n'est pas très longue mais qui est intéressante. Donc voilà.
considérerai à partir de la semaine prochaine que vous l'avez lu. Ok. Ah, d'ailleurs, tant qu'on en est là. Je mettrai le lien sur le lien des choses que je vous demande comme ça, je vais le mettre sur le Moodle. C'est-à-dire, je vous ai demandé en cours de regarder ce document, ce document, ce document. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez inscrit dans le Moodle. Donc faites-le. Le cours s'appelle FIS 413. La clé pour s'inscrire, c'est FIS 413 en minuscule tout collé. D'accord ? Donc faites-le rapidement. Moi, ça me permet aussi de pouvoir vous contacter quand si j'ai un truc à vous dire, ou voilà, c'est le moyen plus simple pour moi de. Ok. Bon, après, il y en a plein des autres unités, mais je ne veux pas non plus trop vous embêter. Alors, ça termine ce que je vais vous dire sur la pression. Vous en ferez plus en TD. On va passer à une deuxième quantité qui est la masse volumique. Ça va aller vite. C'est 4. Bon, ça, vous savez tous ce que c'est, hein, la masse volumique. En gros, c'est défini par M sur V. M désigne la masse contenue dans un volume V. Donc ça c'est OK, ça c'est pour un corps qui est homogène. C'est-à-dire tel que la distribution de matière est homogène, il y a la même quantité de matière un peu partout dans le corps. Si on a un corps qui n'est pas homogène, par exemple tel qu'il y a plus de particules là que là, on peut encore définir la masse volumique de manière locale. Et pour ça, on prend un petit élément ici de volume, delta V, qui contient une masse delta M. Et ce qu'on appelle ρ, c'est la limite de delta M sur delta V quand le volume delta V tend vers 0. D'accord ? On s'aperçoit quand on fait ça, quand on prend des volumes de plus en plus petits, que cette quantité-là converge vers une quantité qui est la masse volumique. C'est vrai ça ? Au bout d'un moment, ça va devenir embêtant cette définition, il faut faire attention. Hein. Ça, c'est un des points délicats ici de la thermodynamique, c'est que quand on dit que delta V tend vers 0, en fait, on ne peut pas faire ça tout à fait. Parce que si on prend un volume qui est trop petit, on arrive dans un régime où le volume il va contenir une molécule ou 0. Et dans ce cas, la quantité qui est là, c'est pas bien défini. S'il n'y a pas de molécule, ça vaut 0, il n'y a pas de masse. Et s'il se trouve que dans ce volume-là, il y a une molécule qui apparaît, poum, on a tout d'un coup toute la masse qui est là et on a la masse volumique de la molécule qui est énorme. Hein. Si on prend la masse d'une molécule divisée par son volume, on trouve quelque chose de gros. Donc ici, quand on veut dire delta V tend vers 0, c'est delta V devient petit, mais suffisamment pour qu'on ait pas assez petit pour qu'on ait plus que quelques molécules dans le volume. Bon, ça c'est la masse volumique. Ça s'exprime en quelle unité? C'est effectivement des kilogrammes par mètre cube dans le système international d'unités. Est-ce que vous connaissez les ordres de grandeur de masse volumique de certains corps? Pour l'eau? Oh. Non. C'est 8. Dans cette unité-là 1000? Une tonne? Un mètre cube d'eau, une tonne? Non. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, 1 kg par litre. Pour l'air, dans les conditions usuelles là, de pression et de température, 1 kg pour... non, c'est pas mal. 1 gramme par litre, ça fait combien en kilogrammes par mètre 1 cube? kg ça pour mètre cube, non? Ouais, en gros. Alors c'est 1,29, 1,3. Ok.
Et on calculera ça tout à l'heure ou la prochaine fois à partir de la gaz parfait. Ok. Donc, quelque chose qui est relié à ça, à la masse volumique, c'est la densité numérique, le nombre de particules par unité de volume. Donc, ça, je vais écrire ici. Unité de volume. C'est ρ sur la masse M0, où M0 c'est la masse d'une molécule. On prend la masse volumique et on divise par la masse d'une molécule et ça donne le nombre de molécules ou de particules par unité de volume. M0 masse d'une particule. Ça, on calculera ça aussi tout à l'heure pour l'air, pour avoir un nombre de grandeur. Il y a tout un pan de la thermodynamique qui s'intéresse à ce qu'on appelle le vide, c'est-à-dire les situations dans lesquelles cette quantité-là, cette densité numérique est petite, dans lesquelles il y a peu de particules par volume. Vous avez une idée de l'ordre de grandeur de la densité numérique de particules dans l'espace, par exemple, quand on s'éloigne du système solaire, dans la galaxie, entre les systèmes solaires, entre les étoiles. Court, c'est nul. Quelle est la... Non, c'est pas complètement nul. Hein, non. Quelle est la densité numérique, le nombre de particules par unité de volume dans l'espace, entre les étoiles? Combien tu dis? Non. Vous n'avez pas d'idée dans l'espace, dans ce qu'on appelle le milieu interstellaire, dans la galaxie, mais entre les étoiles, c'est une particule par centimètre cube. Dans le milieu intergalactique, cette fois-ci, quand on sort de la galaxie, c'est plus vide, et entre les galaxies, on a du vide qui est plus important que celui dans la galaxie. C'est 10 particules par mètre cube. Et comment il arrive à mesurer ça? Oh, ça se mesure bien. Hein. Oui. Par exemple, on détecte les particules par la manière dont elles absorbent la lumière. Et en regardant comment la lumière est absorbée entre nous et une étoile donnée, on arrive à savoir quelle était la quantité de matière qu'il y avait là. Et voilà. Ça, c'est quelque chose qui se mesure vraiment bien. C'est quoi une force interstellaire? Donc ça, c'est dans la galaxie. En fait, les étoiles, elles appartiennent à tout un ensemble, un tas d'étoiles qui s'appelle la galaxie. Dans la Voie lactée. Voilà, dans la Voie lactée. Donc là-dedans, il y a du gaz, qui est très ténu, hein. Il est comme ça, mais il y en a quand même. Donc dans ce gaz, en moyenne, ça fait une particule par centimètre cube. Et quand on s'éloigne, maintenant, quand on sort de la galaxie, là, il n'y a plus ce gaz et c'est encore plus ténu. Une particule par mètre cube. Ça, c'est juste pour vous dire en fait que le vide, ce qu'on appelle le vide, c'est pas vide. Hein. Une particule par mètre cube, c'est pas énorme. Si vous intégrez ça sur des milliards de mètres cubes, il y a quand même de la matière hein, dans l'univers en dehors des étoiles ou de nous ou de la Terre. C'est quoi cette matière? C'est principalement de l'hydrogène. Hein. Il y a un petit peu de poussière aussi, mais c'est principalement de l'hydrogène. C'est quoi? C'est des atomes qui... Enfin, c'est du gaz? Oui, c'est du gaz, ouais. Essentiellement, c'est du gaz. Ouais. Ok. On arrive au plat de résistance. Vu l'heure, mais on va dire que c'est le dessert, plutôt qu'il n'y aura pas de dessert. La température. Je mets 5, j'en suis bien au 5, je vais essayer de garder 5. Température, et je vais appeler ça version bêta. On va avoir plusieurs définitions de la température qui seront de plus en plus élaborées. Là, c'est la version qui ne marche pas bien. Et la version buggée, on va dire, de la température. Alors, je dis ça, évidemment, du coup, vous n'allez pas m'écouter, genre ça va être buggé, c'est pas intéressant. L'idée ici, hein, c'est, enfin, vous allez voir que la température, c'est une notion qui est quand même assez subtile. Ce que je vais vous montrer ici, c'est la manière dont historiquement c'est apparu. Et du coup, quand les gens parlaient de température, au début, qu'est-ce qu'ils avaient en tête? Et pourquoi est-ce qu'il a fallu aller au-delà? Alors, la température, c'est quelque chose c'est une notion à laquelle on est un petit peu familière.
dans la vie de tous les jours, c'est associé à il fait chaud, il fait froid, c'est chaud, c'est froid. Et là, déjà, il y a une grosse ambiguïté au niveau de la physique. Parce qu'on emploie le mot chaud, alors que la notion de chaleur, dans ce qu'on va faire après, ça aura vraiment un sens très précis et très différent de celui de température. On pourra avoir des échanges de chaleur sans variation de température, on pourra avoir des variations de température sans échange de chaleur. Les deux trucs sont décorrélés, on y reviendra en détail. Bon, en tout cas, mis à part ce point de vocabulaire, là, on a quand même une idée intuitive de ce que c'est que la température, qu'un corps soit plus chaud qu'un autre. Ou plutôt, un corps a une température plus élevée qu'un autre. Donc ça, les gens se sont aperçus très tôt dans l'histoire, qu'il y avait des corps qui étaient chauds et d'autres qui étaient froids. Les premiers à avoir essayé de mesurer vraiment ça quantitativement, c'est le premier à avoir fait ça, c'est Galilée. Donc Galilée a mis au point le premier thermoscope, on ne va pas encore appeler ça un thermomètre, le premier dispositif destiné à montrer des variations de température. C'est quelle époque Galilée? Avant ou après Jésus-Christ? Après? Non, c'est avant. Voilà. Bon, après. 14e aussi. 14e siècle, donc 1300 et quelques, Moyen-Âge. C'est durant le. Après, Ouais, Moyen-Âge, ça va jusqu'à quoi, 1500 en gros? Ouais, 17e. Durant l'époque de- Alors, c'est 1603, le premier thermoscope. En 1603, il met au point le dispositif suivant. En fait, on l'a déjà dessiné. Il met de l'eau comme ça. Alors, il a fait ça avec de l'eau au début. Avec ici de l'air. Cette fois-ci, c'est plus du vide, mais c'est de l'air. Et voilà, il s'est aperçu, Galilée, que quand on chauffait l'eau qui est ici, on met une flamme en dessous, et ben l'eau qui est ici se dilate et ça augmente ici la hauteur de la colonne chaude. En gros, dans l'expression de tout à l'heure, la P égale ρ G H, ce qui se passe, c'est que si la pression atmosphérique est fixe et donnée, ça c'est fixe, G c'est l'accélération de la pesanteur, c'est fixe, et quand on chauffe l'eau, ben, elle se dilate, donc la masse volumique diminue, et donc H doit augmenter. C'est ce qui se passe ici. Oui, monsieur. Oui. Il introduisait de l'air dedans? Oui, c'est ça. Il prenait sa fiole là, il laissait avec de l'air au-dessus, il retournait rapidement sur l'eau. Du coup, l'air qui était là montait, formait une bulle, les puffs se mettaient en haut. Mais il en mettait suffisamment peu pour qu'il y ait quand même une certaine hauteur d'eau. Et si on met juste du plein, qu'on le met dans l'eau, qu'on tourne, ça serait du vide? Alors, ce serait du vide, mais avec de l'eau, il faut monter à une dizaine de mètres. Il faut qu'on commence à avoir le vide en haut pour avoir le même dispositif que Torricelli. C'est pour ça que Torricelli avait pris du mercure, c'est plus facile. On pourrait le faire à ça avec du mercure, mais Galilée n'y a pas pensé. Donc pour faire exactement la même manip que tout à l'heure, il faudrait 10 mètres de hauteur et ce n'était pas praticable. Donc voilà, ça c'est le thermomètre de Galilée, le thermoscope. Et donc il s'est aperçu comme ça que ça fournissait un moyen de mesurer les températures. Quel est le gros inconvénient de ce truc? Précision. La précision. Pourquoi ça serait pas L'eau en précis? dehors de la colonne, il dilate aussi. Oui, mais c'est pas grave. Ça, on peut montrer que la hauteur qui est ici, elle est vraiment directement reliée à la masse volumique, donc à la température. Donc ça, c'est pas un C'était la hauteur de départ ou la... C'est la différence de niveau entre ici et ici. La pression de l'air en haut, elle va changer du coup. Oui. Alors d'une part, la pression de l'air en haut change. Donc ça dépend, l'indication ici de la hauteur précise ici va dépendre de la pression de l'air qui est ici. Dans l'expression qui est ici, là, j'ai négligé la pression de l'air qui est là. Si on veut le faire proprement, ça sera en fait ici plus P de l'air. Donc effectivement, ça varie, donc ça peut poser problème. Et il y a un autre problème encore plus grave, c'est que la pression atmosphérique, elle change elle aussi en fonction du temps. Hein, quand le temps change, vous avez le mauvais temps qui arrive, la pression extérieure change. Donc votre dispositif qui est ici, même si l'eau n'a pas changé de température, va vous donner une hauteur d'eau qui change parce que la pression change. En fait, ça c'est à moitié un baromètre, c'est en même temps un baromètre et un thermoscope. Donc c'est sensible à la fois aux variations de pression et aux variations de température. Donc c'est pas très bien indiqué pour mesurer juste les températures. Mais comment il a mesuré vraiment la température? Enfin, il a pas.
il n'a pas de valeur, enfin, il a rien grâce à ce système. Non, alors il n'a rien, mais par contre, ce qu'on peut faire avec ça, c'est calibrer cet instrument, c'est-à-dire, ça va vraiment être lié à la manière dont on va définir la température. Galilée, lui, il arrive dans la physique, on ne sait rien de tout ça, hein. Le mot température n'existe pas en gros. Hein. Bon. Simplement, il voit quand on met du feu en dessous, bah, y a une propriété de l'eau ici qui change et qui fait que ça change la hauteur qui est là. On l'appelle la température, cette quantité-là, ça décrit selon que c'est plus ou moins chaud. Voilà. Mais si on veut maintenant quelque chose de précis, ce qu'il faut pour en faire ça un instrument de précision, c'est qu'il faut se donner certains points de repère et dire, par exemple, ça c'est ce qui va être fait par Romer le premier. Alors Romer, c'est quand? Je vais vous dire ça quand même. Ah non, je ne l'ai pas mis. C'est vers 1700 quelque chose, je n'ai pas la date exacte, mais on peut faire la chose suivante. On prend le dispositif qui est ici, et on le met d'abord en contact avec de l'eau, un mélange d'eau et de glace. En gros, de l'eau en train de fondre. Ça, en fait, on peut montrer, enfin on verra qu'un mélange eau-glace, c'est quelque chose qui a une température bien fixée. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui 0 degré. On appelle 0 degré parce qu'en fait, ça a été défini comme ça, c'est-à-dire que ici, il est dit, ben voilà, la hauteur d'eau qui est ici, ça va être une référence. Ça, je vais mettre un trait ici et je vais l'appeler 0 degré. Bon. Ensuite, avec le même dispositif ici, je le mets dans un autre type de dispositif. Je le mets dans de l'eau en train de bouillir. Donc en train de s'évaporer. C'est aujourd'hui ce qu'on appellerait 100 degrés Celsius. D'accord ? Donc ça, il met un autre point ici. Et bah, Celsius, lui, ce qu'il a fait, c'est que ça, il l'a appelé 100 degrés. Et ensuite, entre ces deux situations, vous prenez le dispositif, vous le mettez dans un troisième bain d'un truc, vous ne savez pas quelle est la température, justement, le truc qu'on est en train d'essayer de définir et de mesurer. Ben voilà, c'est proportionnel. Ici, on a 0, ici, on a 100. On gradue ça, on divise ça en 100, par exemple, et voilà, et ça nous donne une échelle de température. Ça, c'est ce qui définit vraiment une échelle de température. C'est pour ça qu'on appelle ça des degrés. Ce sont des degrés. Un degré, c'est quand on divise une quantité en plein de petits bouts. Comme les degrés, c'est sur un escalier, c'est les marches, quoi. Donc les degrés, c'est défini quand on a deux points fixes, qu'on a définis précisément avant, et qu'on a divisé ça en un certain nombre de grandeurs. Là, je suis allé un petit peu trop loin dans l'histoire, c'est un petit peu anachronique. Là je suis en train de vous parler de la manière dont Celsius a fait ça. Les premiers qui ont défini l'échelle de température n'ont pas fait ça du tout. Le premier, c'était Romer, et c'était repris ensuite par Fahrenheit. Fahrenheit, en 1715, il n'a pas pris ça comme point de repère. Il a pris... alors au début, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris comme point zéro le point le plus froid qu'il pouvait atteindre, lui, et comme point le plus haut, la température du corps humain. Bon, il s'est aperçu que ça foirait un peu, donc il a changé. Et ce qu'il a défini... donc ce qu'a défini Fahrenheit, je vais vous l'écrire en dessous. Non, je vais le faire là. Fahrenheit, lui, il n'a pas dit que ça c'était 0 degré. Eau plus glace, il a donné 32. Ah, il a pris 32. Pardon, ici, 32. Pourquoi 32 ? Intuition. Pas l'intuition, non, c'est vraiment très pensé, le 32 qui est ici. Il ne voulait pas 0 parce qu'il ne voulait pas de nombre négatif. Vous avez l'habitude des nombres négatifs, une température négative, pas de problème. À l'époque, ce n'est pas forcément si évident que ça. Il voulait une quantité qui soit positive, la température, voilà. Il savait que de l'eau, un mélange eau-glace, on pouvait aller plus bas que ça, en fait. Il savait qu'il y avait des températures plus froides que ça. L'hiver, l'eau gèle et on a des températures inférieures. Donc il voulait se laisser de la place en dessous. Il a pris 32, parce que 32, c'est un nombre qui a beaucoup de diviseurs. C'est divisible par 2, c'est divisible par 4, c'est divisible par 6, c'est vrai ça ? Non. Par 8. Voilà, donc en fait on peut diviser comme ça par pas mal de nombres. Donc ça veut dire ça que quand on a des températures que nous aujourd'hui on appelle des températures négatives, des températures plus basses que ça, on a accès facilement à des fractions de ça. Et les gens à l'époque préféraient largement travailler avec des fractions qu'avec des nombres décimaux. Hein. Je ne sais pas, honnêtement, je n'ai pas regardé quand étaient apparus les nombres décimaux, mais tous les commerces, tous les échanges commerciaux se faisaient sur des quantités qui étaient des fractions. Donc on utilisait comme base, on utilisait peu la base 10 en fait. Hein. La base la plus utilisée en fait c'était 60. 60 ça c'est bien, c'est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 10.
Ça a plein de diviseurs, donc c'est facile de faire des fractions de 60. C'est pour ça que les degrés d'angle, c'est 60, hein, la base. Les heures, les minutes, c'est 60 aussi. Hein, c'est pour ces raisons-là. C'est les Sumériens, en fait, qui ont introduit ça. Peu importe. Là, c'est 32. Le point le plus haut qu'il a pris ici, allez, essayez de vous mettre dans la peau de Fahrenheit. 300 273. 300. 212. Yes, 212. Pourquoi 212? Parce que 212, c'est 180 plus 32. C'est-à-dire qu'il avait... Non, mais c'est malin, parce qu'entre ce point-là et celui-là, donc là, il y avait celui d'avant, il divise ça non pas en 100, mais en 180, le truc qui a justement plein de diviseurs. On va pouvoir faire des fractions facilement avec ça. C'est la même raison qu'il y a 180 degrés dans un demi-cercle. Hein. C'est pour ça aussi. Donc, il s'est arrangé pour que ça soit la fin. Il a défini ce point-là comme 32, celui-là comme 212, et comme ça, tous les degrés intermédiaires étaient facilement accessibles. Ça, c'est l'échelle Fahrenheit des températures qui vous embête quand vous allez aux États-Unis. Ça vient de là. D'accord? Les États-Unis, ils en sont encore là. Nous, on a évolué, on est au Celsius, mais pas eux. Bon. Et bon, vous reviendrez sur cette échelle Fahrenheit dans les TD, on vous fait manipuler ça un petit peu, je ne vais pas non plus y passer trop de temps. Mais le point important ici, c'est que avec ce dispositif, ce à quoi on a accès, c'est effectivement une visualisation d'une hauteur ici, mais ça ne donne pas ça en soi une température. Il faut pour ça définir une échelle. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Ça, c'est Fahrenheit, et quand on fait ça on divise en 100, ça donne des degrés centigrades ou degrés Celsius. On verra un petit peu plus tard une autre échelle qui est l'échelle de température thermodynamique qui est définie en Kelvin. On verra ça un petit peu plus tard. Juste pour l'amélioration maintenant du dispositif qui est ici, parce que c'est quand même pas le top, il y a des problèmes sur le dispositif, en particulier qui dépendent de la pression atmosphérique. Quelques années plus tard, tout ça c'est dans les années 1650, je crois, 1654, le duc de Toscane. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait que ça, mais on était malin. Il a imaginé un autre dispositif qui est le suivant. Énorme ballon ici qui contient de l'eau. Et puis ici, tube tout fin, mais vraiment tout fin. Et puis il remplit l'eau jusqu'à ce que ça dépasse et que ça rentre dans tout ici. Quand on chauffe ce dispositif, l'eau se dilate. Et l'intérêt du tube tout fin ici, c'est que même si l'eau se dilate peu, si vous avez ici 1 litre d'eau et qu'elle se dilate de 1%, ça fait 1 centilitre de plus. 1 centilitre de plus dans un tube tout fin, ça peut monter beaucoup. Plus le tube est fin, plus ce centimètre cube va correspondre à une hauteur qui est haute. Donc avec un tube tout fin ici, ça permet de mesurer précisément la dilatation de l'eau. Donc voilà, ça c'est un thermomètre plus satisfaisant, qui n'est pas sensible aux problèmes de pression atmosphérique. Et donc ça c'est le duc de Toscane qui a proposé ça. Je vous passe les détails, là vous pourrez aussi regarder sur Wikipédia, mais aussi sur les notes qu'il y aura sur le Moodle. Il y a eu plusieurs améliorations de ça, en particulier de remplacer l'eau par le mercure. Quel est le désavantage de l'eau à votre avis? Oui, alors effectivement, au-dessus de 100 degrés, ça bout. Puis inversement, le gel. Le gel, donc on ne peut pas mesurer des températures négatives avec ça, enfin en dessous le point de fusion de l'eau. Alors les gens ont essayé de faire ça avec de l'alcool, hein. Il y a aussi des thermomètres à alcool, où là cette fois-ci on peut descendre en température parce que l'alcool gélise bas, mais par contre il s'évapore plus vite. Donc c'est pas le top. L'idéal, c'est le mercure, qui lui permet d'avoir une gamme vraiment importante, d'accéder à une gamme importante de température. Bon, le mercure c'est toxique, donc il faut faire un peu attention, mais les gens à l'époque ne le savaient pas, tant pis, ils sont tous morts de toute façon. Donc le thermomètre à mercure marche avec ce dispositif-là, vous remplacez l'eau par du mercure. Et on peut faire avec ce dispositif-là ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire repérer un point 0, repérer un point 100 par exemple, et diviser. Et voilà. Est-ce que je vais plus loin que ça? Oui, juste pour je vous définis. Donc pour la température, on y reviendra plus en avant sur ça quand on parlera d'équation d'état la prochaine fois. Je vais maintenant vous parler de la quantité de matière. Il y en a pour 2 minutes et puis on s'arrêtera là. Bonjour.
Donc ce qu'on appelle la quantité de matière, c'est le nombre de molécules. Donc ça, c'est quelque chose qui a quelle dimension physique? Quelle est la dimension physique de molécules? Et voilà, ça n'a pas de dimension physique. Donc il n'y a pas, a priori pas besoin d'unité, c'est-à-dire s'il y a 127 molécules, il y a 127 molécules. Cependant, avec les nombres à on a affaire en thermodynamique, le nombre de particules lui-même, c'est pas forcément le plus adapté. Donc on met quand même une unité. Donc on définit le nombre d'Avogadro. Na qui vaut 6,23 molécules. Et ce qu'on appelle N sur Na, le nombre de molécules divisé par ça, et bien ça on appelle ça une mole. Alors, au point de vue historique, hein, c'est pas du tout anecdotique ça, hein, parce que c'est Avogadro qui effectivement a introduit ça. C'était révolutionnaire. C'est-à-dire que Comment elle a trouvé ce nom? C'est truc de avec molécules du dans un gramme de carbone. oui, alors effectivement, on peut voir ça comme le nombre de molécules qu'il y a dans une masse donnée d'échantillons. Le seul truc, c'est qu'à l'époque d'Avogadro, les molécules, on ne connaissait pas. Hein. On n'avait pas du tout accès à la structure moléculaire de la matière. Et donc ça, en fait, Avogadro, lui, sur le truc vraiment révolutionnaire qu'il a fait avec d'autres, c'est que lui, il a dit, attention, la matière est faite de molécules. Et elle est faite de molécules qui ont telle taille et telle masse. Et du coup, ce que vous appelez, vous chimistes, vous appelez une mole, il faudrait dire qu'il y a tant de molécules, en fait. Donc le nombre qui est ici, c'est vraiment la correspondance entre deux visions différentes de la matière. Une vision continue dans laquelle la mole, c'est pas très bien défini, c'est une quantité de matière, voilà. Et lui dit, ça c'est des molécules. Bon. On continue quand même à utiliser la mole, hein, parce que c'est pratique. On pourrait très bien faire toute la thermodynamique en s'affranchissant complètement de ça et en exprimant tout en fonction du nombre de molécules. Mais comment il a pu définir les molécules dans... Alors, donc ça j'y reviendrai la prochaine fois, je pourrais commencer par ça si vous voulez. Effectivement, il a fait un certain nombre d'expériences avec des gaz qui avaient des masses moléculaires différentes. Il a vu des propriétés des gaz qui s'expliquaient que si c'était moléculaire. J'y reviendrai en détail la prochaine fois, plutôt que de le dire rapidement en une minute ici, je passe.